Bonjour, je souhaite la bienvenue à ceux qui se sont déjà joints à nous. On est encore un peu, il reste quelques minutes avant 1h30. On va laisser le temps aux autres participants d'arriver. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui se sont joints déjà à nous. On va attendre encore peut-être une petite minute parce que je vois qu'il y a encore des participants qui se joignent à nous. Certaines latences là, dans tout ça. Alors, merci pour votre patience. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Louis Beaumier, directeur exécutif de l'Institut de l'énergie Trottier, qui est un des co-organisateurs de cet événement aujourd'hui. Il me fait plaisir de vous accueillir pour ce séminaire d'une durée d'1 heure, pendant lequel nous présenterons un rapport qui s'intitule La gestion des allocarbures au Québec et certains des enjeux qui se la posent. Avant de passer la parole à Normand et Florian qui feront la présentation, j'aimerais vous dire quelques mots à propos de l'Institut de l'énergie Trottier, dont la mission se décline sous 3 volets: la formation, la recherche et la diffusion. C'est principalement sous ce volet diffusion que nous organisons ce séminaire aujourd'hui pour vous parler d'un enjeu qui pourrait sembler mineur, mais qui est quand même non négligeable et qui a eu certains problèmes avec certaines réglementations. Alors, l'Institut de l'énergie Trottier étant financé entièrement par un généreux don de la Fondation familiale Trottier, ça nous donne une liberté, une indépendance de traiter de tous les enjeux sans qu'il y ait aucune apparence de conflit d'intérêt et ni de conflit d'intérêt réel. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Parmi d'autres rapports que nous avons publiés qui contribuent à ce volet diffusion de la mission, j'attire votre attention sur ces 3 derniers rapports, à savoir les perspectives énergétiques canadiennes 2021 qui montrent des scénarios de décarbonation à l'échelle canadienne pour 2050, et d'autres rapports dérivés où on parle des objectifs pour 2030, et le plus récent encore où là, on fait des propositions qu'on fait au gouvernement fédéral pour ce plan de réduction des émissions 2030 que le gouvernement s'est obligé à déposer de par sa loi d'ici la fin du mois de mars. Alors, des suggestions intéressantes ici. Et je vais passer maintenant la parole à Normand Mousseau, qui va vous parler de l'accélérateur de transition, qui est l'autre organisation qui organise conjointement ce séminaire. Normand? Bonjour, c'est un plaisir d'être ici. Merci de votre présence, là. Donc, je suis un des co-auteurs de ce rapport-là, avec Florian Pedroli qui va présenter l'essentiel du rapport tout à l'heure. Il y a Alain Girard aussi que je vois là, qui est dans l'audience. Alors, je voudrais saluer Alain pour son appui et pour avoir attiré notre attention là, sur ce sujet-là. Donc, le travail qu'on présente aujourd'hui, c'est une collaboration entre l'accélérateur de transition
et l'Institut de l'énergie Trottier. Je suis directeur scientifique de l'Institut de l'énergie Trottier et aussi cofondateur et directeur de recherche à l'accélérateur de transition. Donc, cet accélérateur-là, c'est un organisme à but non lucratif, un organisme de charité. Donc, qui est financé, a été créé avec le soutien de la Fondation McConnell et la Fondation Ivy. Et l'objectif de cette structure-là, c'est vraiment de travailler à la décarbonation du secteur économique au niveau canadien en s'appuyant sur une analyse vraiment stratégique des enjeux, des capacités de transformation et en co-créant, si on veut, l'avenir et les trajectoires vers la carboneutralité. On a déjà quelques projets là, derrière nous. Donc, un des premiers projets sur lesquels on a travaillé, on travaille toujours, c'est la transformation du transport lourd, particulièrement dans l'ouest du pays. On a un projet qui s'appelle le projet Aztec, qui est un projet financé par le gouvernement albertain et l'industrie du camionnage, où on va tester des camions à hydrogène en Alberta là, entre Edmonton et Calgary. Les camions sont présentement en train d'être montés, là, transformés à Montréal par Dana et vont être mis sur les routes là, cet été si tout va bien. Dans cette foulée-là aussi, on travaille beaucoup dans la structuration de l'hydrogène bleu. Et donc, on a piloté la création d'un centre d'expertise, d'un carrefour de l'hydrogène à Edmonton, qui regroupe donc qui est financé par les différents paliers de gouvernement et qui regroupe donc les grands joueurs dans le secteur du transport, du bâtiment, de l'énergie, pour travailler justement à mettre en place une stratégie là, gagnante dans ce domaine-là. On travaille aussi dans d'autres secteurs. Par exemple, on a travaillé avec plusieurs, encore une fois, collaborateurs là, à la mise sur pied du réseau accéléré, qui est un consortium qui rassemble aujourd'hui plus de 20 acteurs clés du secteur des véhicules à zéro émission et dans un objectif de favoriser la création des chaînes d'approvisionnement des véhicules zéro émission au Canada. Le Québec est déjà pas mal avancé là-dessus. On l'a vu avec les différentes annonces la semaine dernière. Mais au niveau canadien, il y a besoin d'un effort supplémentaire et on travaille de ce côté-là. Alors, voilà un petit peu où on en est. Donc, je voudrais céder la parole à Florian Pedroli, qui est attaché de recherche à l'Institut d'énergie Trottier et dont le principal mandat est de travailler comme facilitateur pour des projets de l'accélérateur de transition. Florian, c'est à toi. Bonjour à tous, merci déjà d'être présent aujourd'hui. Donc tous les éléments qui vont être présentés aujourd'hui, ils font partie du rapport sur les allocarbures qui est disponible aussi sur le site de l'Institut de l'énergie Trottier, si vous voulez un petit peu en savoir plus au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, on va principalement parler des allocarbures. Donc ce sont des gaz qui sont principalement utilisés comme réfrigérants dans les pompes à chaleur, les appareils de réfrigération et de climatisation. Donc c'est les propriétés thermodynamiques de ces gaz qui sont utilisées pour faire des transferts de chaleur. Ces gaz sont aussi utilisés comme agents de gonflement dans les mousses plastiques pour les rendre plus isolantes. Et ensuite, ces isolants sont utilisés notamment dans les réfrigérateurs individuels. Ce sont des gaz qui sont très stables et qui sont sans risque direct pour l'homme. C'est pour ça qu'ils ont remplacé dans les années 30 les hydrocarbures, l'ammoniac et le CO2, qui posaient un risque pour la santé, notamment des risques d'explosion dans le cas de forte chaleur, et aussi qui pouvaient avoir un impact directement sur la santé en cas de fuite. Les allocarbures, il y a trois principales familles, les chlorofluorocarbures, les CFC, les hydrochlorofluorocarbures, les HCFC, et les hydrofluorocarbures, les HFC, dont les principales différences, ce sont l'impact qu'ils ont sur l'environnement. Il y a deux impacts qu'on mesure en général. C'est l'impact sur la couche d'ozone, le premier. Dans ce cas-là, la famille des CFC, qui est la plus ancienne, ce sont les gaz qui ont un impact très important sur la couche d'ozone. Les HCFC ont un impact qui est environ 20 fois plus faible que les CFC. Et les HFC, qui est la dernière génération, n'a aucun impact sur la couche d'ozone. Ces gaz ont aussi un impact sur le réchauffement climatique, donc on mesure avec le PRG, dont on va beaucoup parler par la suite, le potentiel de réchauffement global. Donc en gros, c'est une mesure qui compare l'impact de l'émission d'un gaz par rapport au CO2. Donc, quand on dit qu'un gaz a un PRG de 20, ça veut dire qu'émettre 1 kg de ce gaz a le même impact sur le réchauffement climatique qu'émettre 20 kg de CO2. Donc, les CFC ont des PRG qui sont très importants, entre 5 000 et 11 000. Le principal PRG qui est utilisé comme réfrigérant, le R12, a un PRG de 10 900. Les HCFC ont un PRG qui est plus faible, qui est de l'ordre entre 100 et 2300. Et le R22, sur lequel on va beaucoup revenir par la suite, il a un PRG de 1810. Et enfin, les HFC ont des PRG aussi qui sont très variables,
entre 100 et presque 15 000. Et les deux principaux qui sont vendus au Québec, le 134A et le 410A, ont des PRG aux alentours de 1500, 2000. Du fait notamment de l'impact sur la couche d'ozone qui a été découvert dans les années 70, qui était vraiment lié au CFC, on a eu le protocole de Montréal qui a été ratifié en 1987 par quasiment l'intégralité des pays du monde aujourd'hui, qui visait à encadrer l'utilisation et la destruction des CFC et des HCFC dans le but de protéger la couche d'ozone. En 2015, on a eu l'amendement Kigali pour inclure aussi les effets sur le réchauffement climatique et donc notamment inclure les HFC dans cette réglementation. Au final, au Canada, il y a la réglementation sur les halocarbures, elle interdit de rejeter un halocarbure dans l'atmosphère. Il y a une tolérance pour des fuites légères, mais celle-ci ne doit pas être trop importante. Et donc, quand les gaz ne servent plus, ils doivent être récupérés par des entreprises spécialisées qui ont ensuite le choix, soit les détruire, soit les réutiliser dans d'autres appareils par la suite. Dans le cas des appareils plus gros, c'est-à-dire ceux de plus de 20 kW, il y a une obligation de faire un test d'étanchéité tous les ans et donc de colmater les potentielles fuites qui ont été découvertes. Et depuis 2020, il y a des limites pour les PRG pour les nouveaux appareils. Par exemple, dans les systèmes de réfrigération des supermarchés, quand on installe un nouveau système, il faut que le PRG du réfrigérant qui est utilisé soit un PRG, ce qui soit inférieur à 150. Plus spécifiquement, la réglementation diffère selon la famille d'halocarbures. Donc, pour les CFC, l'interdiction de la production et de l'importation, elle date des années 90. Depuis 2013, on a interdiction de remplir un appareil avec un CFC. Et depuis 2020, on a interdiction de faire fonctionner un appareil avec un CFC. Donc, entre 2013 et 2020, les seuls appareils qui pouvaient fonctionner avec un CFC, c'est des appareils qui fonctionnaient déjà avant 2013 et qui n'ont pas eu besoin de recharger leur quantité de réfrigérant pendant cette période-là. Concernant les HCFC, depuis 2020, il y a l'interdiction de produire ou d'importer des HCFC et d'installer ou de vendre des appareils qui sont conçus pour fonctionner avec un HCFC. Donc, depuis 2020, la quantité de HCFC au Québec est fixe et ne peut être que décroissante. Enfin, pour tous les halocarbures qui sont utilisés dans le commercial et l'industriel, il y a un écofrais qui est perçu au niveau fédéral, qui est perçu par Refrigerant Management Canada, donc la RMC. Et donc, quand les halocarbures sont pour être détruits, les halocarbures sont envoyés à la RMC, qui va donc du coup utiliser ce fonds pour financer la destruction. Alors, comment est-ce que sont gérés les halocarbures au Québec et au Canada? On va s'intéresser principalement au cas où la production et l'importation d'un réfrigérant est interdite. Donc, c'est-à-dire que la quantité est fixe et qu'elle ne peut être que décroissante. Donc, on va avoir une quantité de réfrigérant qui est fixe au départ, qu'on va alimenter dans des appareils. Ici, on parle surtout des appareils du type commercial et industriel. Dans ces appareils-là, il va y avoir des fuites parce que c'est impossible de les éviter. Les systèmes sont complexes et vont à un moment donné mener à des fuites. Mais donc, quand ces appareils vont être en fin de vie, on va récupérer une quantité de réfrigérant plus faible que celle qu'on avait au départ. Et la première option, c'est de dire on va réutiliser l'intégralité de ce réfrigérant. Donc, l'intégralité du réfrigérant va être mise dans des nouveaux appareils. Simplement, on ne va pas être capable d'alimenter autant d'appareils qu'avant, puisqu'on aura perdu une partie de notre réfrigérant. Donc, on va être obligé de faire appel à un réfrigérant substitut qui va avoir des caractéristiques assez similaires. Et donc, dans cette deuxième phase, on va avoir des fuites à la fois liées à notre réfrigérant de base et à la fois liées au substitut de notre réfrigérant. La deuxième option, c'est une fois qu'on a récupéré notre réfrigérant, c'est d'en détruire une partie. Dans ce cas-là, la quantité de réfrigérant qui est réutilisée est plus faible, donc on alimente moins d'appareils avec ce réfrigérant, et donc on fait appel à davantage de substituts. Et donc à la fin, les fuites dans l'atmosphère qui sont liées au réfrigérant sont un peu plus faibles comparé au premier cas, et les fuites du substitut sont plus importantes. Donc quand on décide de détruire un réfrigérant, on accélère la transition de ce réfrigérant vers le ou les substituts. Et donc, si le substitut a un impact qui est plus faible sur l'environnement que celui du réfrigérant de base, par exemple s'il a un PRG plus faible, dans ce cas-là, cette destruction permet d'éviter des émissions de gaz à effet de serre. C'est pour cette raison que le marché du carbone a voulu favoriser la destruction des halocarbures. Donc, le marché du carbone, c'est un mécanisme de plafonnement des émissions de GES des plus importants émetteurs qui existent depuis 2013. Et depuis 2014, il a été raccordé au marché de la Californie, qui fonctionne quasiment de la même manière. Donc, toutes les entreprises qui prennent part au marché du carbone, elles représentent à elles ensemble près de 80% des émissions de GES au Québec. Et donc, ça concerne toutes les entreprises qui émettent plus que 25 000 tonnes équivalent CO2 par an. Le principe, c'est que
les entreprises qui font partie du marché, elles doivent dépenser un droit à émettre à chaque fois qu'elles émettent 1 tonne d'équivalent CO2. Et il y a plusieurs solutions pour acquérir ces droits à émettre. La première, c'est que certaines vont recevoir gratuitement de la part du gouvernement pour qu'il y ait une concurrence égalitaire avec les entreprises en dehors du Québec. Mais la quantité qui est donnée à ces entreprises réduite et décroissante au fil du temps. Le gouvernement met ensuite aux enchères plusieurs fois par année un certain nombre de droits à émettre, mais aussi, ces droits à émettre sont aussi, la quantité mise en vente est aussi décroissante dans le temps. Et enfin, les entreprises peuvent acheter ou se vendre des droits à émettre entre elles. Ce qui fait qu'on a une situation où les émissions de GES sur le marché du carbone sont, entre guillemets, contrôlées par le gouvernement, puisqu'elles correspondent aux droits à émettre qui sont mis à disposition des entreprises. Et vu que ces droits à émettre sont décroissants dans le temps, eh bien, on s'assure que les entreprises qui participent au marché du carbone, enfin, que les émissions liées aux entreprises du marché du carbone sont décroissantes dans le temps. Il existe une quatrième solution pour acquérir des droits à émettre, c'est ce qu'on appelle les crédits compensatoires. Donc, le principe, c'est que si jamais vous êtes un acteur en dehors du marché du carbone et que vous pouvez justifier que vous avez évité des émissions par rapport à un scénario de référence, dans ce cas-là, on considère, entre guillemets, que vous avez fait le travail pour une entreprise du marché du carbone. Donc, on va vous donner des droits à émettre que vous pourrez vendre à des entreprises sur le marché. Donc, le principe, c'est que vous allez avoir des émissions qui ont été évitées. Alors, ce n'est pas des émissions négatives, c'est des émissions qui sont évitées par rapport à un scénario de référence. Mais donc, on va reporter ces émissions évitées et on va permettre aux acteurs sur le marché d'émettre la même quantité. Ce qui fait qu'à la fin, on va avoir des émissions nettes liées au marché du carbone qui vont être à peu près celles qui étaient à la base délivrées par le marché du carbone. Je précise ici que les barres pour les émissions évitées sont beaucoup plus importantes que ce qu'elles sont dans la réalité. C'est juste pour que le schéma soit un peu plus clair et un peu plus lisible. Donc, pourquoi est-ce qu'on donne des crédits carbone pour la destruction des halocarbures? Dans le cas des halocarbures qui sont utilisés dans les mousses, le principe, c'est qu'il n'y a pas d'obligation à récupérer ou de détruire ces halocarbures. C'est très compliqué à faire technologiquement. Il y a une seule entreprise au Canada qui est capable de le faire et elle est au Québec. Donc, quand elle est capable de récupérer ces halocarbures, ce sont des émissions évitées parce que le scénario de référence, ce serait que les gaz se retrouveraient dans l'atmosphère au moment de la destruction des appareils. Dans le cas des réfrigérants, le principe, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire que si on détruit un halocarbure, on va éviter les fuites de cet halocarbure pendant 10 ans. Et donc, en particulier, si on le remplace par un substitut qui a un impact sur l'environnement plus faible, on va éviter des émissions de GES. Donc, les halocarbures qui sont concernés à ce jour, dans le cas des réfrigérants, ce sont les halocarbures dont la production et l'importation est interdite globalement, donc les CFC et les HCFC. Et dans le cas des mousses, ce sont globalement les halocarbures qui sont utilisés dans les mousses des 3 familles différentes. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on calcule les émissions qui sont réellement évitées? Donc, ça, c'est la formule qui est utilisée dans la réglementation sur les crédits carbone. Donc, vous avez la quantité d'halocarbures qui est détruite. Et donc, on va calculer quel va être son taux de fuite. Si cet halocarbure était réutilisé, quelle quantité va fuir pendant 10 ans. On va le multiplier par le PRG de l'halocarbure, donc pour mesurer son impact réel. Et on va retirer les émissions qui vont être liées au substitut, qui lui aussi va avoir un impact sur l'environnement. Et enfin, on va retirer les émissions qui sont liées au transport et à la destruction de notre halocarbure. Comment est-ce qu'on détermine le taux de fuite d'un halocarbure par rapport, si jamais il est réutilisé, quel va être son taux de fuite? Là, on fait appel à des statistiques pour dire, par exemple, dans le cas du CFC12, on considère qu'en moyenne, si le gaz est réutilisé, au bout de 10 ans, 95% du gaz va avoir fui dans l'atmosphère. Pareil pour calculer les émissions qui vont être liées au substitut, sachant qu'il y a plein d'hypothèses possibles. Donc, on a un tableau qui donne statistiquement quelles sont les émissions qui vont être liées à ce substitut. Et donc, celles-ci, comment est-ce qu'elles sont calculées? Elles sont ici, c'est pour des données, ce sont des données californiennes. Donc, on dit, par exemple, dans le cas du CFC12, que 50% du CFC12 est utilisé dans l'automobile et que le substitut, c'est le 134A qui va avoir un GWP ou un PRG qui est de l'ordre de 1300. Et on fait ça pour chaque utilisation du CFC12 et on obtient à la fin donc une valeur qui correspond aux émissions qui vont être liées au substitut sur la même période de 10 ans. Donc, à ce jour, il y a 4 projets de destruction d'halocarbures qui ont donné lieu à des crédits compensatoires entre 2015 et 2020. Ça représente à peu près 455 000 crédits carbone pour les réfrigérants et 125 000 pour les agents de gonflement. Et tous les projets concernant la destruction soit de CFC11 dans le cas des agents de gonflement, soit de CFC12 dans le cas des réfrigérants.
Et c'est principalement des appareils électroménagers domestiques, donc notamment des réfrigérateurs comme chacun en a chez soi, dont les gaz ont été récupérés pour ces projets. En Californie, le même type de programme existe et là a mené à plus de 24 millions de crédits carbone qui ont été attribués. Donc, c'est encore une ordre de grandeur que le Québec. Il se trouve que nous, dans cette situation, on a relevé 5 problématiques qui nous semblent qui sont des problèmes sur la manière dont ces allocarbures sont gérés. Mais une note importante que je voulais donner avant, c'est que nous, on a supposé dans cette analyse que la réglementation sur les allocarbures, elle était appliquée, elle est respectée. On sait qu'en réalité, ce n'est pas totalement le cas, notamment dans le cas des électroménagers domestiques, où il y en a une très large partie qui, en réalité, n'est pas récupérée par les entreprises spécialisées. Donc, les allocarbures finissent par être émis dans l'atmosphère. Le marché du carbone a pu avoir un impact sur ces émissions-là. Pour autant, à notre avis, à partir du moment où il y a un règlement qui oblige à ce que ces appareils soient traités de manière adéquate par des entreprises spécialisées, ces émissions n'auraient pas dû avoir lieu. Et ce n'est pas le rôle du marché du carbone que de servir d'incitatif à respecter un autre règlement. C'est pour ça qu'on considère que le règlement est respecté. Et ce n'est pas au marché du carbone de venir faire respecter ce règlement. Donc, le premier problème qu'on a relevé, c'est la zone de récupération des allocarbures. Donc, aujourd'hui, les allocarbures peuvent être récupérés n'importe où au Canada et donner lieu à des crédits compensatoires. Le problème, c'est que quand on détruit un allocarbure, par exemple, qui a été récupéré en Colombie-Britannique, ça peut avoir un impact sur les émissions de GES en Colombie-Britannique, mais ça n'a aucun impact sur les émissions au Québec. Donc, ça ne devrait pas permettre à des entreprises québécoises d'émettre davantage sur le marché du carbone, et ça revient à fausser le bilan des émissions de GES au Québec. Le deuxième problème qu'on a relevé, c'est celui de la destruction des CFC. Donc, depuis 2013, comme je disais tout à l'heure, il est interdit de remettre un CFC dans un appareil. Donc, quand on récupère un CFC qui a été utilisé dans un appareil, on n'a pas la possibilité de le remettre dans un appareil qui va lui-même fuir et donc qui va émettre des émissions de GES. Je précise que 2013, c'est aussi la date de création du marché du carbone. À partir de là, pour nous, tous les projets qui concernent la destruction de CFC depuis 2013 n'ont pas permis d'éviter des émissions de GES et donc n'auraient pas dû recevoir des crédits compensatoires. Pour reprendre ça, en réalité, si on reprend le schéma de tout à l'heure, on se rend compte que de par la réglementation, dans tous les cas, l'intégralité des CFC doit être détruite. Il n'y a pas d'autre alternative. Et donc, dans tous les cas, ce sont des substituts qui vont prendre la place et qui vont alimenter les nouveaux appareils. Et ça, c'est même sans le marché du carbone. Pour autant, quand on regarde les calculs qui sont proposés, enfin, les calculs à suivre pour calculer les émissions évitées, on se rend compte que le scénario de référence qui est supposé, c'est que l'intégralité des CFC va être réutilisée et va fuir, ce qui ne correspond pas à la réalité. Et donc, du coup, le calcul des émissions évitées est complètement faussé. Le troisième problème, c'est la manière dont on calcule les émissions évitées, notamment dans le cas du R22, qui est un HCFC, donc, dont la production et l'importation est interdite depuis 2020. Et de la même manière, depuis 2020, sa destruction peut donner lieu à des crédits compensatoires. Donc, c'est un HCFC qui était très populaire, notamment jusqu'aux dans les années 2000, et dont le PRG est de 1810. Donc, ça, c'est le tableau qui est fourni par le MLCC pour calculer les différentes données pour calculer les émissions évitées. Donc, on voit par exemple ici les taux de fuite annuels qui sont considérés si jamais le réfrigérant est réutilisé. Et donc, vous avez ici la liste des substituts qui sont considérés par le MLCC et qui donc permettent de calculer combien on va avoir d'émissions si jamais le R22 est détruit et que c'est son substitut qui est mis dans les appareils à la place. Le problème, c'est que le premier problème, c'est que ce sont des données américaines, alors que la situation typiquement climatique n'est pas la même aux États-Unis qu'au Québec. Par exemple, on va avoir certainement beaucoup moins de climatisation au Québec qu'aux États-Unis, donc on va se demander si jamais ces données sont tout à fait pertinentes. Le deuxième problème, c'est que quand on regarde les ventes d'allocarbures au Québec, on se rend compte que depuis les années 2000, le R22, donc au début des années 2000, ça correspondait presque à plus de 60% des allocarbures tout type confondu qui était vendu au Québec. Et cet allocarbure est de moins en moins vendu. Aujourd'hui, en 2019, l'année pour laquelle on a les dernières données de vente, ça représentait à peine 20% des ventes.
Et si on regarde les différents substituts qui sont proposés dans le tableau de la slide précédente par le MLCC et qu'on additionne ces ventes-là, on se rend compte qu'on n'atteint pas une substitution parfaite. Il reste encore beaucoup de gaz, une large partie où on ne sait pas quels sont les gaz qui sont substitués au R22. Ainsi, si on additionne les substituts et le R22, on était à près de 80% des ventes d'allocarbures au début des années 2000, alors qu'aujourd'hui, on est à moins de 50%. Donc, on n'arrive pas à comprendre ce qui explique ce différentiel. Surtout, quand on regarde Honeywell Refrigerant, qui est une entreprise qui vend des réfrigérants, sur leur site, ils proposent une autre liste de substituts qui sont d'après eux les mieux pour se substituer au R22. Et quand on fait le même exercice, c'est-à-dire qu'on regarde les ventes de ces allocarbures au Québec depuis les années 2000, on se rend compte que la substitution n'est pas parfaite, mais elle correspond un petit peu mieux. C'est-à-dire qu'on est passé aux alentours de 75% des ventes au début des années 2000 à peu près 60% en 2019. Et un point qui est important entre les deux scénarios, c'est que si je reprends le tableau ici, on se rend compte que le PRG des gaz qui sont pris comme substituts par le MELCC ont tous un PRG qui est plus faible que le R22, qui est un PRG de 1810. Par contre, quand on prend le scénario de Honeywell, on se rend compte que tous les gaz substituts ont un PRG soit équivalent, soit supérieur à celui du R22. Donc, dans l'hypothèse avec les substituts du MELCC, détruire du R22 et le remplacer par un de ces substituts, on est à peu près certain que ça va réduire les émissions de GES. Mais dans cette hypothèse-ci, si jamais le PRG est plus important, détruire du R22, ça risque de faire augmenter les émissions de GES au Québec. Je tiens à préciser que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun projet de destruction de R22 qui n'a été validé. Mais on peut s'attendre à ce que dans les années à venir, ce soit un gaz qui soit détruit pour des crédits carbone, vu qu'il a été beaucoup utilisé dans les dernières années. Un autre problème sur la manière de calculer les émissions à éviter, ce sont les taux de fuite. Quand on regarde, par exemple, on suppose, dans les données, il est supposé que le R22, quand il est utilisé dans la réfrigération, il a un taux de fuite annuel de 27%. Alors que dès qu'on a un taux de fuite qui est supérieur à 5 ou 10%, l'appareil ne va plus pouvoir fonctionner. Donc, c'est un taux de fuite qui est extrêmement important. Et on peut déjà se demander si jamais c'est normal qu'en moyenne, les appareils de réfrigération aient un taux de fuite aussi important, ou si jamais ça montre que si ces appareils sont mal traités, l'entretien de ces appareils ne se fait pas comme il faut pour qu'on ait des taux de fuite aussi importants. Mais surtout, quand on regarde les substituts, on se rend compte qu'ils ont tous des taux de fuite beaucoup plus faibles, presque plus de 10 fois plus faibles, sauf dans le cas du 134A, qui a un taux de fuite de 18%, mais qui ne correspond qu'à 5% du marché, des 32% de la réfrigération. Mais dans les autres cas, on se rend compte que les taux de fuite ont été plus que divisés par 10. Or, ce n'est pas tant la propriété chimique ou physique de la molécule qui va avoir un impact sur les taux de fuite d'un appareil, mais plutôt la manière dont on l'entretient, la manière dont on fait la recherche des fuites, dont on fait le colmatage. Et donc ça, ce n'est pas lié à un changement spécifiquement de gaz d'allocarbure, de réfrigération. Donc du coup, on ne comprend pas vraiment qu'est-ce qui peut expliquer cette différence dans les données. Du coup, on peut avoir des situations aussi qui sont un peu absurdes, entre guillemets. Donc, si on prend par exemple un système de réfrigération de supermarché avec 100 kg de réfrigérant qui fonctionne au R22, donc si on a un taux de fuite de 27%, on se retrouve à émettre l'équivalent de près de 50 tonnes équivalent CO2 tous les ans avec notre système. Si à la fin de l'année, on récupère les 73 kg de R22 qui restent et qu'on décide de les détruire, d'après les calculs sur le marché du carbone, on obtient que ça a permis d'éviter 66 tonnes équivalent CO2. Et avec la valeur actuelle d'une tonne équivalent CO2, ça revient à peu près 2350 $. Maintenant, si on décide d'utiliser du R438A comme substitut, qui a un PRG supérieur à celui du R22, mon système est le même, donc mon taux de fuite va rester de l'ordre de 27%. Et donc, du coup, je vais émettre 61 tonnes équivalent CO2. Donc, dans le process, d'après le marché du carbone, j'ai évité 66 tonnes équivalent CO2 qui vont permettre à une autre entreprise, qui vont permettre à une entreprise sur le marché du carbone d'émettre 66 tonnes équivalent CO2 supplémentaires. Et alors qu'en réalité, j'ai augmenté mes émissions de 12 tonnes équivalent CO2 tous les ans. Donc, le bilan à la fin, c'est qu'on a augmenté les émissions de GES et on a permis à une entreprise d'émettre davantage que ce qu'elle pouvait émettre jusqu'à maintenant.
une autre façon de le voir, c'est que si on reprend notre schéma tout à l'heure, si nos émissions qui sont évitées, on les surestime, voire on invente, entre guillemets, des émissions évitées, et voir le processus mène à augmenter les émissions de GES par rapport à notre schéma, à notre scénario de référence. Mais on va autoriser les entreprises sur le marché du carbone à émettre davantage que ce qui a été évité de l'autre côté. Et donc, du coup, les émissions nettes à la fin vont se retrouver à être supérieures à ce qui était attendu à la base et ce qui devait être régulé par le ministère. Le quatrième problème qu'on a relevé, c'est la manière de mesurer l'impact sur le marché du carbone. Dans la méthode de calcul, on suppose que la seule raison pour laquelle quelqu'un détruirait un allocarbure, c'est parce qu'il y a un incitatif financier sur le marché qui est lié au marché du carbone. Pour autant, si on regarde par exemple le cas du R22 à nouveau, donc là, ce sont les ventes en tonnes. Donc on voit que depuis les années 2010, les ventes de R22 ont été divisées par 3, alors que les ventes d'allocarbures au total sont restées stables. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'appareils qui fonctionnent au R22. Il y a de plus en plus d'appareils, de personnes qui vont se retrouver avec un appareil en fin de vie qui contient du R22, mais qui ne vont pas avoir de personnes à qui le revendre parce que ce gaz est de moins en moins utilisé. Et dans ce cas-là, ils ne vont pas avoir d'autre choix que détruire le R22. Et ce processus, quoi qu'il arrive, ce R22 aurait été détruit, qu'il y ait ou non le marché du carbone. Donc, ça n'a pas de sens que de pouvoir valoriser, considérer que cette destruction a évité des émissions de GES. Une autre façon de le dire, c'est que le scénario de référence, en réalité, selon lequel l'intégralité des réfrigérants est réutilisée, il n'existe pas dans toutes les provinces en dehors du Québec. Il y a du réfrigérant qui est détruit et pourtant, il n'y a pas de marché du carbone. Donc, le marché du carbone a un impact. Il va certainement permettre d'augmenter la quantité de réfrigérant qui est détruite. Pour autant, on ne peut pas partir du principe que le marché du carbone est l'unique raison pour laquelle du réfrigérant est détruit, et donc que l'intégralité des émissions évitées sont à imputer au marché du carbone et donc sont réellement valorisables sur le marché du carbone. Enfin, le cinquième problème qu'on a relevé, c'est un problème un peu plus large sur la manière dont on gère les fuites au Québec. Ici, je vais faire la distinction entre les appareils les plus importants, donc ceux de plus de 20 kW, et les appareils domestiques, donc principalement les réfrigérateurs qu'on a chez nous. Dans le cas des appareils de plus de 20 kW, déjà, d'après les données du MLCC, ça représente 922 000 tonnes équivalent CO2 qui sont émis tous les ans. Donc, ça représente plus d'1% des émissions de GES au Québec. Donc, ce n'est pas non plus un problème tout à fait négligeable. Et le marché du carbone n'a pas permis d'éviter ces fuites puisque les crédits carbone attribués jusqu'à ce jour l'ont été pour des appareils domestiques. Il y a des choses qui ont été mises en place, typiquement depuis 2020. Il y a l'interdiction d'installer des nouveaux appareils avec des PRG trop importants. Pour autant, ça ne résout pas le problème, entre guillemets, à la base, qui est pour quelle raison est-ce qu'on a des fuites aussi importantes? Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant d'avoir une réflexion pour comprendre pourquoi les fuites sont aussi importantes? Est-ce qu'on ne peut pas mettre en place des choses pour s'assurer de réduire les fuites plutôt que de ne réduire que l'impact que vont avoir ces fuites? Ce qui est aussi très, très important à faire, mais on pourrait essayer de jouer sur les deux tableaux. Dans le cas des appareils domestiques, donc à ce jour, c'est à peu près 455 000 crédits compensatoires qui ont été attribués, donc pour du CFC 12. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour nous, le CFC, dans tous les cas, il aurait dû être détruit. Donc, ce n'est pas au marché du carbone d'inciter à cette destruction et ça ne permet pas d'éviter des émissions de GES. Pour autant, on se rend compte que actuellement, il y a environ que 15% des réfrigérateurs qui sont récupérés. Donc, 85% ne vont pas être récupérés par une entreprise spécialisée. Donc, les allocarbures vont finir par être émettre dans l'atmosphère. Donc, le marché du carbone a pu avoir un impact secondaire, entre guillemets, sur le nombre d'appareils qui est récupéré, puisque du coup, il y avait un incitatif à suivre le règlement. Pour autant, pour nous, ce n'est pas le rôle du marché du carbone. Si jamais il faut qu'il y ait des changements qui soient faits pour que plus d'appareils soient récupérés, il faut que ce soit fait. Ça a notamment été fait récemment avec la responsabilité élargie des producteurs, qui fait que ça va être de la responsabilité à présent des producteurs de récupérer ces appareils-là. Donc, on peut espérer que ça va permettre d'augmenter le nombre d'appareils qui est récupéré. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas quelque chose qui doit être valorisable sur le marché du carbone, puisque c'est simplement respecter le règlement. Donc, en conclusion, jusqu'à aujourd'hui, les crédits carbone qui ont été attribués n'ont pas été pour des émissions qui ont été réellement évitées, puisqu'elles ne faisaient en réalité que suivre la réglementation sur les allocarbures. Et dans les prochaines années, donc, on peut penser qu'il y a de fortes incertitudes sur la véracité des données qui sont utilisées. Et donc, il y a un risque important de surestimer les émissions qui sont réellement évitées.
Du coup, pour nous, il serait important de réaliser une étude pour qu'on soit certain d'avoir des données qui sont représentatives de la situation au Québec. S'assurer que quand on attribue des crédits carbone pour des émissions évitées, on soit certain que physiquement, ces émissions aient réellement été évitées et pas qu'en fait, elles aient été surestimées. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, ben, on est là pour y répondre. Et puis sinon, vous pouvez me contacter par courriel ou par téléphone. Merci beaucoup. Merci Florian pour ta présentation. En effet, comme le disait Florian, et ce que j'ai oublié de vous mentionner au début, il y a l'onglet questions et réponses, si vous voulez poser vos questions. Sinon, il y a aussi possibilité de lever la main et je vous passerai la parole, je vous donnerai la possibilité d'ouvrir votre microphone pour pouvoir poser votre question de vive voix. Alors, j'y vais avec... en fait, dans la question-réponse, il y a aussi... on a quelques commentaires, en fait, qui ne sont pas nécessairement des questions. On nous dit que, par exemple, qu'il est maintenant obligatoire d'assurer le traitement des mousses des appareils domestiques réfrigérés au Québec et c'est prévu par le règlement sur la responsabilité élargie des producteurs. Cependant, est-ce que vous avez, on n'a pas de données, je crois, sur le taux de recyclage actuellement, puisque les données qu'on a s'arrêtent en 2019, n'est-ce pas? Oui, et puis du coup, normalement, la responsabilité élargie des producteurs a été mise en place, je ne sais plus si c'est 2020 ou 2021. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on espère va permettre de récupérer davantage d'appareils et que du coup, on va s'assurer que les allocarbures sont traités correctement. Mais du coup, d'autant plus, il faut qu'on s'assure que si jamais ces allocarbures sont détruits, il faut qu'on s'assure que ce soit réellement des émissions évitées si jamais on décide d'y attribuer des crédits compensatoires. Donc, voilà. C'est sûr que ça va permettre de réduire les émissions, mais encore une fois, c'est dans le cas de ces appareils-là dont la réglementation déjà oblige à le faire. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit au rôle du marché du carbone que cette action-là puisse être valorisée financièrement sur le marché du carbone et permettre à d'autres entreprises d'émettre. En effet, il y aura déjà un frais qui est recueilli pour payer la gestion là, de ces appareils-là. Donc, ce frais-là ne doit pas être dédoublé par un marché du carbone. Mais il reste aussi, je pense que c'est un enjeu là, important de savoir à quel point est-ce que ce nouveau système-là en place va permettre d'augmenter de manière importante la récupération des appareils, puis le recyclage, puis la destruction des réfrigérants. Il y a M. Jacques Rousseau qui avait levé la main, mais je vous l'avais rebaissé. Est-ce que vous voulez toujours prendre la parole? Voilà, je vous donne la parole, M. Rousseau. Juste ouvrir votre microphone et poser votre question. On ne vous entend toujours pas, je crois que votre microphone... Oui, je bon, pense voilà, que je voilà. l'ai eu. Voilà, Oui, oui. en fait, ça fonctionne un petit peu différemment de ce à quoi je suis habitué. OK. Je m'intéresse depuis 2019 à la récupération des appareils domestiques. J'ai donc des contacts avec Recyc Québec, Go Recyc Canada, qui est l'organisme qui a conclu une entente avec Recyc Québec pour représenter les commerçants, enfin ceux qui vendent et ceux qui sont les entreprises qui doivent récupérer en vertu du règlement des appareils. Les conversations que j'ai eues avec ces gens-là, c'est que ça ressemble beaucoup au chiffre de 15% que vous mentionnez. On m'a dit qu'environ encore 90% des allocarbures se retrouvaient dans l'atmosphère et qu'il y avait pas plus que il y avait au moins 80% des appareils qui échappaient complètement au système qu'on tente de mettre en place. Ce sur quoi je voudrais vous aiguiller aujourd'hui, c'est que le règlement qui a été adopté, qui s'appelle le règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, récemment, en 2021, on a proposé une modification à ce règlement-là qui n'a pas encore été adopté, mais qui ferait en sorte que les taux de récupération minimum qu'on impose aux entreprises
serait échelonné sur une plus longue période de temps. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que présentement, dans le domaine des appareils réfrigérants, on ne s'en va pas à travers le règlement en question là, sur la récupération et la valorisation des appareils, des produits par les entreprises. On ne s'en va pas vers une amélioration, mais vers vraiment un ralentissement de ce qui était prévu à l'origine. Et donc, je suis pas certain qu'on va faire d'immenses progrès dans les années qui viennent dans ce domaine-là. Merci. Merci pour votre commentaire. Malheureusement, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu depuis des années. Il y a un manque de volonté important pour adresser cette question-là qui est importante. On voit les chiffres, juste les chiffres des émissions liées aux systèmes commerciaux. Là, on parle d'1 million de tonnes par année. Donc, on pourrait imaginer un peu plus d'efforts, mais ce n'est pas ce qu'on voit, comme vous le dites. Oui, on a en ligne aussi avec nous aujourd'hui M. Jules Lapointe, qui est le directeur général de GoRecycle et si vous avez des questions pour lui, il sera un plaisir d'y répondre. Donc, si vous voulez commenter, M. Lapointe, ça nous fera plaisir là, de vous laisser commenter sur les proportions puis les quantités que vous espérez recueillir là, de ces réfrigérants. Merci beaucoup de l'opportunité. Enchanté tout le monde. Très content de la présentation. C'est très intéressant. Donc, merci M. Rousseau d'avoir apporté le point. On a parlé longuement ensemble là, de l'efficacité du système au Québec. Donc, GoRecycle, rapidement, juste nous présenter. Là, on est vraiment responsable que des appareils domestiques. On ne s'occupe pas des appareils commerciaux. Cette industrie-là est en train de s'organiser en ce moment. On est en opération depuis le 1er avril 2021. On est l'organisme reconnu. Actuellement, on fait le traitement des mousses et des gaz, autant des frigos, congélateurs, air climatisé, des humidificateurs. On se concentre vraiment sur les appareils réfrigérés pour l'instant en priorité. Rapidement, on a la même observation que M. Rousseau par rapport à la problématique de l'application du règlement. Le règlement sur les hydrocarbures est là depuis presque 20 ans bientôt. On a eu des représentations également auprès du ministère là-dessus. C'est connu qu'il y a un défi à l'application de ce règlement-là, surtout au niveau des recycleurs de métaux, où il y a énormément de délinquance et très peu de capacité actuelle de contraindre cette opération-là, où on sait que les appareils sont malheureusement achetés par les recycleurs de métaux et non traités pour leur gaz, non décontaminés, et tout simplement broyés et les gaz sont relâchés. Le problème qu'on a observé, c'est qu'en fait, le règlement actuel demande en fait que le geste de dégazer l'appareil ou de relâcher les gaz soit observé pour pouvoir remettre une infraction. Ce qu'évidemment, pas grand monde va faire. Donc, très peu d'infractions qui ont été remises. Et même pour l'atteinte de nos objectifs chez GoRecycle, du taux de récupération, puis même ailleurs dans le monde, on a consulté la France, la Belgique, la Colombie-Britannique, on a un peu le même défi. C'est qu'en fait, tant aussi longtemps qu'il n'y a pas un bannissement clair sur la propriété d'un appareil sur place par un recycleur de métal dans l'objectif de recycler l'appareil de façon non conforme, il y a malheureusement beaucoup trop de possibilités de pouvoir recycler ces appareils-là en toute illégalité et même de fournir un revenu à son émetteur. Là. Donc, on compétitionne avec un marché parallèle qui est excessivement agressif et qui est excessivement bien financé parce qu'en fait, ils n'ont pas intégré les coûts environnementaux là, du traitement des appareils. Donc, c'est vraiment le défi qu'on voit. Donc, ce que M. Rousseau partageait sur les taux de récupération, c'est les observations qu'on voit. Il y a un très, 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 très grand challenge à augmenter les taux de récupération. En France et en Belgique, on est aux alentours de 40 % après plus de 15 ans. Et ils ont les mêmes défis qu'on a au Québec. Là. Donc, le défi, on l'espère, va être adressé dans le projet de règlement sur la REP.
et pourrait normalement avoir un impact si les inspections sont bel et bien réalisées et que les infractions sont bel et bien appliquées pour que ce bannissement-là soit efficace. Mais on est très conscient chez GoRecyc que malgré beaucoup d'efforts, ce challenge-là va demeurer là, au cours des prochaines années. Donc, je suis ouvert si vous avez des questions sur le fonctionnement, qu'est-ce qu'on fait, ce qu'on espère obtenir comme résultat. Ça me fait plaisir de partager, même si ce n'était pas l'objectif de la tribune aujourd'hui. Merci, M. Lapointe. Vas-y, Florian. Oui, juste pour dire, je pense qu'on est tout à fait d'accord que voilà, il y a vraiment un sujet là-dessus. Et nous, le seul point qu'on avait aujourd'hui, c'était de dire qu'on ne pense pas que le marché du carbone soit l'outil le mieux adapté pour s'occuper de ce problème-là. Surtout qu'au final, le marché du carbone existe donc depuis 2013 et de ce que j'ai cru comprendre, on n'a pas vu une explosion du nombre d'appareils qui a été récupéré. Les taux de récupération sont restés relativement les mêmes depuis les années 2013. Donc on peut même si j'avais... Premièrement, c'était pas dans cette optique-là qu'a été pensé le projet sur le marché du carbone. Mais même de ce côté-là, il n'a pas eu non plus d'effet significatif qui pourrait justifier qu'on le conserve, même si ce n'était pas son esprit de base, quoi. Je peux commenter là-dessus. Donc, évidemment, c'est sûr, étant donné que le règlement est en opération depuis le 1er avril, il n'y a pas eu encore la possibilité d'avoir un impact. Nous, l'impact qu'on voit du crédit carbone, c'est premièrement une réduction des coûts du traitement responsable, en fait, des gaz. Contrairement, justement, comme je disais, la compétition qu'on a, c'est les gaz ne sont pas traités. Donc, ultimement, à chaque fois qu'on prend un appareil, on assume des coûts, contrairement au recyclage de métaux où, en fait, on génère des revenus. Donc, le différentiel en termes de coûts est énorme. Donc, c'est sûr que le crédit carbone, la position de GoRecyc, nous, on supporte l'application du crédit carbone parce qu'en fait, ça permet d'aider le financement des activités responsables là, de traitement des appareils. Contrairement à actuellement, il n'y a pas grands avantages ou bénéfices à traiter les appareils de façon conforme au Québec. Il y en a vraiment très peu. Et financièrement, ce que ça représente, en fait, pour le programme, très, très concrètement, c'est des économies sur le coût de traitement qui permet ultimement de réduire des coûts aussi auprès du citoyen, auprès du consommateur, donc qui finance l'activité de collecte. Je vais vous donner quelques données. Un appareil actuellement envoyé à la ferraille va facilement recevoir entre 20 et 50 $ de revenus de la part d'un recycleur de métaux, alors que chez GoRecyc, il va nous en coûter presque 100 $ à traiter. Mais on est d'accord avec ça, mais le point, c'est que si on passe par le marché du carbone, à ce moment-là, on ne réduit pas les émissions. Donc, ce qu'il faut, c'est de dire on doit payer pour cette destruction-là. C'est clair, il n'y a pas d'enjeu là-dessus, mais ça ne doit pas passer par le marché du carbone parce que c'est une façon finalement d'éliminer le gain environnemental de faire le travail. Ouais, je ne suis pas convaincu. Mais je pense que l'objectif aussi de la bourse du carbone, entre autres, c'est d'encourager certaines technologies vertes. Dans ce cas-ci, c'en est une qui est une alternative à malheureusement une délinquance. Donc, ultimement, ça a un impact sur les coûts d'opération d'une activité qui se responsabilise. Donc, c'est certain qu'une perte des crédits carbone pour une activité comme la nôtre, ça augmente les coûts encore. Finalement, on est encore. Et c'est la même conversation que je eu avec M. Rousseau. On a au Québec, malheureusement, tendance à mettre beaucoup d'impact financier sur les entreprises qui se conforment et très peu sur les entreprises qui ne se conforment pas. Donc, de retirer les crédits carbone sur l'opération qui se conforme est encore une façon de pénaliser finalement l'industrie qui se conforme, alors que de l'autre côté, il n'y a eu aucune infraction et sanction administrative pécuniaire dont je connais qui a été appliquée pour des recycleurs de métaux dans la dernière année. Donc, alors qu'on aura des pénalités assez importantes du côté des producteurs qui cherchent à se conformer, là. Donc, merci. Plaisir. Monsieur Mathieu Dumont, je vous donne la parole. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour la présentation. C'est super intéressant. Donc, moi, je suis consultant indépendant en changement climatique. Je travaille sur l'ensemble des sujets qui touchent de près ou de loin le marché du carbone depuis une quinzaine d'années. J'ai travaillé beaucoup à l'international. Je vais vous faire juste un commentaire. C'est sûr que c'est un dossier qui est très complexe, là, puis il y a beaucoup d'analyses derrière ça, je pense, qui pourraient être fait ultérieurement pour tenter de mesurer l'effet net
qui a causé le marché du carbone ou pas sur la réduction des émissions. Mais je pense qu'à la lumière de ce que j'ai entendu aujourd'hui, il y a un principe fondamental dans le marché du carbone à l'international qui a été appliqué historiquement, puis au Québec, c'est le cas aussi, qui est lorsqu'on détermine le scénario de référence, puis qu'on cherche à comprendre l'additionnalité d'une mesure ou pas, on observe, on peut faire une analyse de pratique courante, une analyse d'additionnalité financière, etc., puis une analyse de barrières réglementaires. Donc, est-ce que c'est obligatoire ou pas? Mais ce n'est pas aussi simple que de dire, ah, il y a une réglementation, donc automatiquement, on réduit les émissions. Donc, ici, dans le cas des allocarbures, c'est un exemple parmi tant d'autres. On a vu aussi dans les sites d'enfouissement au niveau du biogaz, historiquement, ça a été exactement la même dynamique. Une réglementation entre en vigueur au temps zéro, puis ensuite, progressivement, au fil des années, l'application effective de cette réglementation-là est observée ou pas. Donc, c'est ce qu'on observe. Puis, le marché du carbone est là justement pour combler ce vide entre, d'une part, l'entrée en vigueur d'une réglementation puis son application effective. Donc c'était un peu ça mon commentaire, c'est juste de dire, on a une réglementation, donc on réduit les émissions. C'est un peu rapide comme constat. Il faudrait vraiment regarder au niveau des pratiques, qu'est-ce qui est réellement sur le terrain effectué. Puis comme l'a mentionné M. Lapointe, il y a effectivement plusieurs lacunes là, de la réglementation. Donc, et c'est pas ça qu'on dit, hein? On dit pas. Ce qu'on dit, c'est que certainement, il faut mettre de l'argent pour appuyer la récupération de ces gaz-là. Mais si on les met si on compte ça en utilisant les crédits carbone, mais au final, on n'a rien gagné. Parce que le peu qu'on va avoir récupéré et détruit en allocarbures, on va le permettre en émissions ailleurs dans le système. Donc, finalement, on ne réduit pas les émissions totales dans le système. Et deuxièmement, dans ce cadre-là, donc pas deuxièmement, dans ce cadre-là, on détourne l'objectif du marché du carbone, qui est quand même, dans le contexte actuel, de viser une réduction totale des émissions, là. Oui, bien là, à ce moment-là, c'est difficile de répondre assez rapidement parce qu'il faudrait avoir la discussion en ce moment de la mécanique complète du marché du carbone, parce que là, ce que je comprends que vous remettez en question, c'est pas tant, c'est en partie le protocole allocarbures, mais c'est aussi le principe même du marché du carbone. Puis ça, non, on ne met pas le principe même en marché du carbone, mais ce qu'on dit, c'est que si on compte un crédit compensatoire, il faut que ce soit un vrai crédit compensatoire. Présentement, ce n'est pas le cas avec les allocarbures. Si je peux me permettre, juste, quand on regarde la manière dont sont rédigées notamment les équations, ce n'est pas du tout l'objectif qui est cherché. L'objectif qui est la manière dont sont calculées les émissions évitées dans les équations. Je ne sais pas en quel esprit ça a été fait quand les équations ont été choisies, mais quand on analyse les équations, on se rend compte que le principe derrière, c'est si je détruis un allocarbure, j'évite qu'il soit réutilisé et que donc dans le futur, il émette des émissions de GES. L'objectif, la manière dont sont calculées les émissions évitées, ce n'est pas que si jamais le réfrigérateur, par exemple, n'était pas récupéré, les émissions, le gaz, toute l'intégralité du gaz qu'il contenait allait se retrouver dans l'atmosphère. Ce n'est pas comme ça qu'est pensé ou qui sont organisées les équations. Donc, on peut aussi penser que ce n'était pas exactement dans cet esprit-là que ça a été pensé. Et aussi, au final, le nombre d'appareils récupérés est resté relativement constant. Donc, simplement, avant, il y avait pas, c'était uniquement les municipalités qui payaient. Alors, peut-être qu'elles payaient plus cher pour le récupérer. Mais donc, ça n'a pas permis d'augmenter le nombre d'appareils qui a été récupéré. Donc, on peut, même si jamais on suppose que c'était ça l'objectif, on peut douter de l'efficacité de la mesure qui a uniquement permis à d'autres entreprises en dehors du marché du carbone, finalement, c'est-à-dire que ce que les municipalités ont gagné peut-être en coût de destruction, ça s'est transformé en émissions de GES qui ont pu être émises par des acteurs sur le marché du carbone. Donc, l'efficacité de la mesure peut être remise en question. Oui, je comprends, mais pour pouvoir affirmer ça, il faudrait avoir les chiffres historiques complets de qu'est-ce qui était effectivement envoyé à l'atmosphère avant l'entrée en vigueur du protocole SACO 2013 puis du marché du carbone. Puis ensuite de ça, faire des projections dans le cours normal des affaires en l'absence de marché du carbone à partir de 2013 jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui aurait été émis à l'atmosphère dans les appareils en fin de vie et non pas recyclé comme vous l'avez mentionné, mais plutôt réémis à l'atmosphère. Donc, qu'est-ce qui aurait été remis à l'atmosphère? Puis
c'est extrêmement difficile dans ce secteur-là parce que, comme vous me le mentionnez, M. Lapointe, tantôt, c'est un secteur qui est très fragmenté. Il y a de multiples petits acteurs, surtout dans le domestique. Donc, on sait qu'il y a de la délinquance, mais de là à pouvoir aller sur le terrain puis mesurer cette réalité-là, la quantifier, ce que je n'ai pas vu dans la présentation aujourd'hui, là, ça, c'est tout un autre défi. Puis le constat qui était fait par le ministère de l'Environnement à l'époque, c'est un constat qui était somme toute assez qualitatif. On connaît la situation, mais de là à pouvoir aller mesurer ces émissions-là qui consistaient à des réfrigérants finalement émis à l'atmosphère des appareils en fin de vie, ben c'est un autre défi, là. Je dirais, si on veut mettre en place une politique comme ça, le moins qu'on peut se faire, c'est de s'assurer qu'on évalue puis qu'on le calcule. Ce n'est pas ça qu'on le fait présentement. C'est quand même 500 000 tonnes qu'on a permis de compenser comme ça. Oui, absolument, mais c'est ça. Ça aurait été intéressant de voir ces chiffres-là. Moi, à la lumière de ce que j'ai vu, je ne suis pas encore convaincu, mais ça serait vraiment intéressant de réaliser cet exercice-là qui permettrait justement d'évaluer l'efficacité du protocole SACO jusqu'à aujourd'hui, là. Donc, au-delà de la réglementation, de mesurer ce qui se passe sur le terrain. C'est le commentaire que j'avais à faire. Et si on en reste à la partie, la façon dont on calcule ça, le fait qu'on passe de 27 de fuite dans le cas du R22 à 2-3 dans le cas d'autres réfrigérants, est-ce que ça ne vous cause pas un certain malaise, là? Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Là, c'est qu'on suppose qu'en changeant de réfrigérant, on diminue presque par un facteur 10 les fuites. Est-ce que ça, déjà, donc, ça permet de créer des faux crédits compensatoires, là? Est-ce que vous ne considérez pas que le fait qu'on considère que ça fasse moins de fuites, ce n'est pas déjà un problème dans la façon dont on produit des crédits compensatoires? Absolument. Ça, c'est un point intéressant. Mais il faudrait, encore une fois, faire l'exercice de A à Z en présence de ce protocole-là. On connaît les résultats qu'on a eus depuis les 7, 8, 9 dernières années. Puis il faudrait faire l'exercice de savoir, combien, si on n'avait pas eu ce protocole-là, combien de gaz aurait été détruit? Est-ce qu'il y en a qui auraient été détruits? Parce qu'on parle des taux de récupération, mais la récupération, c'est une chose. De faire en sorte que les gaz soient effectivement détruits, c'en est une autre. Donc, en l'absence du protocole, quelle situation on aurait eu sous les yeux? Mais est-ce que ça n'aurait pas été au ministère de faire ce travail-là avant de mettre en place le programme, plutôt qu'à nous de le faire après pour vérifier si le programme a été efficace ou pas? Parce que les données qui sont utilisées, le fait que le gouvernement reprenne juste des données américaines et en disant c'est exactement la même situation au Canada, avec des chiffres qui peuvent poser question et sans à ce que je sache qu'il y ait ces chiffres-là qui nous posent question. Je pense que ça aurait été au travail du ministère de faire une étude au Québec pour savoir exactement quelle est la réalité du terrain, plutôt que de juste considérer ces données-là comme justes et de considérer ces équations-là en partant du principe que c'était représentatif de la solution, de la situation, avant de mettre en place le protocole. Absolument, vous avez entièrement raison. C'est un travail qui, je pense, a été fait en partie, mais on n'a pas accès à ces analyses-là en détail, là. Donc, oui, je suis d'accord. Merci pour votre intervention. J'aimerais passer une question qui vous était envoyée en ligne. Une question peut-être plus technique ici, là. Est-ce que vous voyez qu'il serait possible de mettre en place une réglementation qui obligerait l'utilisation de réfrigérants de substitution naturelle, donc pas d'allocarbures? La question, c'est est-ce qu'il existe des réfrigérants naturels? Oui, ils existent, notamment le CO2, l'ammoniac qui sont utilisés, et notamment, par exemple, dans le cas des supermarchés, vu qu'à partir de maintenant, le PRG maximal est de 150, il y a énormément de supermarchés qui vont se tourner typiquement vers le CO2 à cause de la réglementation. Mais est-ce que c'est efficace? Est-ce qu'il y a un enjeu d'efficacité ici? Non, ce n'est pas les mêmes. Il faut adapter le système. C'est ça les enjeux. Après, c'est sûr que pour le coup, on passe de réfrigérant comme un PRG aux alentours de 1000, là, pour faire simple, à un PRG de 1, donc il y aura un gain qui va être significatif. Voilà. Merci. Il y a M. Jules Lapointe là, qui nous invite à le contacter. Si vous avez d'autres questions pour GoRecycle, on pourrait vous envoyer son adresse courriel avec quand on vous enverra que la captation vidéo sera mise en ligne.
Et voilà, je crois qu'on a fait pas mal le tour des questions. On arrive à la fin de l'heure. Mais je tiens, à moins que Normand et Florian, vous avez un dernier commentaire à faire pour les 2 minutes qui restent. Non, merci beaucoup d'avoir été présent. Je pense que c'est un enjeu qu'il faut qu'il soit creusé un peu. Il y a des défis, on en est tout à fait conscient. La question, se pose la question de est-ce que ça doit être relevé via le marché du carbone ou par un prix ou une approche frontale? Et notre approche, c'est qu'il ne faut pas mélanger les choses simplement parce que c'est plus facile de trouver un financement par le marché du carbone. Merci. Florian, dernier mot? Ça me paraît bien. Merci pour les discussions. Et puis, on espère que ça va permettre de faire bouger un petit peu les choses. Ben, merci encore pour cette présentation. Merci pour la participation de tous ceux qui se sont joints à nous. Et comme je le disais, la captation sera rendue disponible en ligne dès que possible. En vous souhaitant une agréable fin de journée et au plaisir d'échanger de nouveau. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.